זכיתי לגיבוי הדדי, ולא זכיתי גם לקיום המחויבות הבסיסית ביותר, נאמנות ואחריות של שרים לממשלה שהם יושבים בה. מדינת ישראל תלך לבחירות האלה כדי להחליט בין תקווה לבין מימוש. ואני עד הרגע הזה בטוח שיכולנו אחרת ולא היינו צריכים להתגלגל לבחירות. אני דורש מהם להתייצב מאחורי המדיניות הנכונה להובלת המדינה, בביטחון, כלכלה, בהורדת יוקר המחיה, בכל תחום. Bonsoir à tous, édition spéciale avec deux titres majeurs dans l'actualité ce soir. Tout d'abord, en Israël, on est passé de la menace aux actes. Ce soir, Benjamin Netanyahou évoquait depuis plusieurs semaines ce risque de voir sa coalition imploser et donc d'aller vers des élections anticipées. Ce soir, on est en période préélectorale puisque il y a quelques minutes, le bureau du Premier ministre a fait savoir que Benjamin Netanyahou se séparait de ses deux ministres centristes majeurs, puisque d'autres qui sont affiliés à ces partis vont suivre également. Il s'agit de Tzipi Livni et de Yair Lapid. La coalition vit donc ces derniers instants et on va se diriger vers de nouvelles élections moins de 2 ans après le dernier vote. C'est quand même quelque chose qui mérite qu'on s'y arrête. Et puis on parlera également dans la deuxième partie de cette édition spéciale de ce qui s'est passé en France aujourd'hui avec le vote par l'Assemblée nationale française d'une résolution invitant l'État français, le gouvernement français à reconnaître l'État palestinien. On salue d'abord pour cette première partie Laurent Siget, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du Parti travailliste. Bonsoir à Bouchra Gabloun, journaliste au Petit Hebdo, donc site internet d'information. Et puis Dror Even Sapir, analyste politique qui est là. Bonsoir Dror. Bonsoir, dans quelques minutes, Benjamin Netanyahou prendra la parole en direct. On vous fera vivre cela évidemment. On ira retrouver nos envoyés spéciaux justement au bureau du Premier ministre. Léa Berdugo est sur place. Et puis à Jérusalem-Est également pour voir comment les Palestiniens, les Arabes israéliens réagissent à la fois donc à ces élections anticipées puis à ce qui s'est passé en France. Vous le voyez, Shai Ben Ari, David Klezewski et Sami Abou Diab sont sur place. On les retrouvera avec des reportages et des réactions également à vous faire entendre. Alors, Dror Even Sapir, avant d'aller dans le fond évidemment de cette querelle qui couvait depuis déjà pas mal de temps, un mot quand même de voir ces élections arriver moins de 2 ans après les précédentes, c'est quelque chose quand même qui est un mal récurrent, on va dire, ici en Israël? Non, c'est pas vraiment un mal récurrent, mais là, effectivement, on se rapproche du record de la brièveté d'une législature en Israël. Il y a déjà eu une Knesset qui a duré moins de temps, mais il faut monter très loin dans l'histoire parlementaire israélienne, dans l'histoire politique israélienne, pour en trouver un exemple. Là, effectivement, les Israéliens se sont rendus aux urnes pour élire leurs députés. La dernière fois, c'était en janvier 2013, donc ça fera bientôt 2 ans, donc une législature de très courte durée, et on peut considérer que les Israéliens n'apprécient guère ce genre d'instabilité gouvernementale, d'instabilité politique, surtout qu'ils ont l'impression, sans doute un petit peu justifiée, Jean-Charles, que c'est avant tout pour des querelles de personnes qu'ils devront se rendre aux urnes aussi peu de temps après l'avoir fait une précédente fois. Et tous les commentateurs s'accordent à dire qu'il y a un risque élevé d'un très fort taux d'abstention à ces élections qui auront lieu probablement au printemps prochain, peut-être au mois de mars. Alors on verra d'ailleurs les projections sondages sur la future Knesset, mais votre réaction à l'un et l'autre justement sur ce nouveau cycle d'élections très rapproché, c'est quand même quelque chose qui n'invite pas à avoir une lecture très saine de la politique, Shregaboun? Oui, je crois que la composition en Israël d'une coalition dépend forcément du résultat des élections, et le système électoral en Israël veut qu'il n'y ait pas 2 grands blocs comme il existe dans d'autres États, mais une partialisation d'ailleurs croissante de la vie politique israélienne. Et d'ailleurs, on prévoit que lors des prochaines élections, il y aura même peut-être un parti de plus avec Moshe Kahlon. Donc je ne suis pas très optimiste sur la capacité d'un prochain gouvernement à être stable et à gouverner de manière à vue à moyen et long terme. Je crois qu'il ne faut pas trop écouter pour le moment les analyses politiques que l'un et l'autre font, parce que les analyses politiques qui ont été faites lors des élections précédentes se
se sont tout à fait trompés. On avait parlé d'un Likoud à 42, 43, 45, voire 51 pour les sondages, les premiers sondages qui avaient été faits, et puis on s'est retrouvé avec un Likoud à 31. Je crois qu'en fait, si vous voulez savoir ce qui va se passer dans l'élection, il faudra attendre la semaine d'avant, les 3-4 jours d'avant. Ça, c'est pour la première remarque. Deuxièmement, nous voyons que nous sommes aussi sur une fin de règne, visiblement. Je crois que Netanyahou est en train de terminer un règne qui avait peut-être pas mal commencé, mais qui est en train de finir assez tragiquement, je crois, pour lui. Je crois que les gens sont fatigués. Je ne parle pas des gens de gauche, je ne parle pas de l'opposition. Je crois qu'aujourd'hui, plus personne ne donne de crédit à ce Premier ministre. Même les gens, même les orthodoxes, aujourd'hui, les ultra-orthodoxes, qui logiquement devraient faire partie de son camp, hésitent à signer, à créer une coalition alternative avec lui, parce qu'il n'a plus de crédit, que ce soit dans le monde, au niveau américain. En fait, c'est le gouvernement qui devait faire passer la TVA à zéro, et en fait, c'est le gouvernement zéro. Zéro résultat au niveau économique, zéro résultat au niveau social, zéro résultat au niveau diplomatique. Je crois que c'est le grand zéro. Et je crois que finalement, les gens commencent à être fatigués de ce parti et de ce Premier ministre. Peut-être un tout petit peu nuancé ce que vient de dire Laurent Siget. Je ne suis pas objectif, bien entendu. On a remarqué. Mais c'est pas pour ça qu'on vous invite sur ce sujet. C'est mon rôle d'être objectif, ou d'essayer de l'être en tout cas. La grande différence entre cette situation et la situation, par exemple, des élections de 99, où il y avait effectivement un discrédit autour de la personne de Benyamin Netanyahou et autour de son bilan, c'est qu'à l'époque, face à Benyamin Netanyahou, il y avait un candidat crédible, Ehud Barak. Aujourd'hui, en 2014, en 2015, vous ne trouvez pas ni à la droite de Benyamin Netanyahou, ni à sa gauche, de candidats qui bénéficient ne serait-ce que la moitié du crédit que Benyamin Netanyahou bénéficie encore lorsqu'on interroge les gens, les Israéliens, sur la question de l'adéquation de telle ou telle personnalité politique à exercer les plus hautes fonctions, celles de Premier ministre. Pour l'instant, c'est vrai qu'il y a une érosion, mais pour l'instant, Benyamin Netanyahou est encore largement au-dessus de ses concurrents. C'est tout à fait vrai ce que Dror dit, je suis tout à fait d'accord avec Dror, à une nuance près. C'est que si je me souviens bien de ce qui s'était passé à l'époque de Barak, quand il est rentré en politique, au tout début, jusqu'au mois de juin, je crois, les sondages ne décollaient absolument pas. Il y avait de la panique à l'époque au Parti travailliste. On disait, on l'avait amené comme sauveur, il ne décollait pas. Ce qui se passe finalement, c'est qu'il y a une dynamique vers la fin. Il va se passer, moi c'est mon analyse, c'est qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont rentrer, aujourd'hui beaucoup de gens nouveaux qui vont rentrer dans la vie politique, que ce soit à gauche, que ce soit à droite, que ce soit au centre. Et il va peut-être y avoir quand même une union de certains partis. Je ne crois pas que Tzipi Livni aujourd'hui peut se permettre d'aller toute seule à des élections. Je crois qu'elle devra s'unir. Peut-être qu'il y aura une union du centre et de la gauche qui sera ce qu'on appelle pas une union des partis, mais ce qu'il y avait à l'époque un maharach, un alignement pour un but donné. Je crois que le but aujourd'hui principal, c'est de faire tomber Netanyahou. Alors on verra ça tout à l'heure. On revient au même système qu'en France, où le seul but c'était de faire tomber Sarkozy. Je crois que c'est pas crédible comme argument. Je crois que une coalition de centre-gauche aujourd'hui impliquerait 4, 5, voire 6 partis. Je m'amuserais à voir ces 5-6 leaders dire chacun à l'autre, s'il vous plaît, après vous, vous serez Premier ministre. Je crois une coalition de centre-gauche, c'est une coalition de droite, c'est le Likoud aujourd'hui. C'est une illusion. C'est une coalition de centre-gauche. Je ne dis pas qu'une coalition de droite, c'est quelque chose de facile, mais elle est beaucoup plus facile aujourd'hui parce qu'il y a moins de partis à droite qu'à gauche, au centre ou au centre-gauche. Ouais. Pas du tout. Si on fait le compte aujourd'hui des partis de droite face aux partis de gauche, vous avez aujourd'hui Israël Beitenu qui s'est séparé du Likoud. Vous avez le Likoud, Bennett, Israël Beitenu, les Agudat Israël, Chasse. Avec les orthodoxes, c'est le bloc de droite. Bien sûr. Nous parlons du bloc de droite. Donc si on parle du bloc de droite. Les orthodoxes, d'ailleurs, Dror va nous donner son analyse. On n'est pas sûr que les orthodoxes aujourd'hui, Dror Even Sapir, veuillent refaire une coalition avec. C'est ce que j'ai dit. Il va être Premier ministre. Parce que la grande différence, c'est que pour le moment à droite, même Bennett le reconnaît aujourd'hui, c'est pas le moment pour lui de briguer un poste de Premier ministre. Tandis que si vous prenez le centre-gauche, vous avez Livni, vous avez Herzog, vous avez Lapid. Chacun va être Premier ministre. C'est vrai, mais les derniers sondages qui ont été publiés montraient clairement que Herzog commence à monter par rapport aux autres candidats. Bon, aujourd'hui, je crois que Yair Lapid est discrédité pour le poste. Livni a raté le coche. Aujourd'hui, au centre-gauche, visiblement, Herzog est en train de se faire sa place. Il faudra voir, il y a une dynamique dans les élections. On ne sait pas comment... Les sondages pour les travaillistes sont très stagnants. Les sondages pour le Likoud étaient de 51 aux dernières élections. On a parlé à un moment de 51, 41, 45. Et puis ça s'est effondré à 31, quoi, avec Israël Beitenu. C'était pas des sondages, c'est des espérances de Lieberman à l'époque en disant que l'alliance entre Netanyahou et Lieberman
il disait on va dépasser les 50 mandats. Non, mais même une semaine avant, on était encore à 42. Et ça a fini à 31. C'est pas 50. Alors, ça a fini à 31. En attendant que le Premier ministre prenne la parole, je voudrais quand même avant de parler des prochaines élections, on voit déjà comment on en est arrivé là et qu'est-ce qui est responsable un petit peu de cette situation. On ne va pas pouvoir peut-être tout dire avant que Netanyahou prenne la parole en direct à Jérusalem, mais dans Reven Sapir, est-ce que finalement c'est un coup politique là ce que fait Netanyahou ce soir? Parce que c'est lui qui prend l'initiative finalement. On pensait qu'il y allait avoir peut-être des éléments qui allaient le contraindre, mais finalement c'est lui qui décide là ce soir de limoger ces deux ministres et de provoquer ces élections. Quel est, à votre avis, ce qu'il a voulu faire là dans ce coup politique? Montrer qu'effectivement, il n'avait pas perdu la main en tant que politicien et que politicien habile. Et puis, vous savez, la crainte de Benyamin Netanyahou, c'est de constater qu'une partie non négligeable de son électorat, de sa base électorale, est en train de le quitter et de plus en plus séduite par un Naftali Bennett et par le foyer juif. Donc, se poser comme adversaire de l'aile gauche de son gouvernement, qu'il vient de limoger, à savoir Yair Lapid et Tzipi Livni, et des partis centristes, c'est assurer sa stature, renforcer sa stature auprès de ce même électorat de droite qu'il n'a cessé de courtiser au cours de ces dernières semaines. Ça s'est ressenti de manière très claire dans l'histoire de la loi fondamentale sur le caractère juif de l'État. Ça s'est ressenti également dans une succession de projets qui ont été énoncés par Benyamin Netanyahou sur le durcissement de la politique antiterroriste, supprimer les droits de résidence de familles de terroristes à Jérusalem-Est, supprimer les droits sociaux de familles de terroristes en Israël. On a vraiment l'impression que Benyamin Netanyahou est à la recherche d'une partie de son électorat perdu qui est de plus en plus séduite par un Naftali Bennett plus jeune, peut-être plus dynamique. Effectivement, Benyamin Netanyahou, là, souffre d'une certaine érosion, d'une certaine usure du pouvoir, et effectivement, une partie de son électorat a tendance à aller voir ailleurs et à se reporter vers des offres électorales peut-être un petit peu plus fraîches. Mais il ne perd pas qu'à sa droite, il perd à sa gauche avec un Moshe Kahalon qui fait dans le social. Donc là, on est un peu dans il est dans un état où il ne sait plus très bien où il doit aller. S'il va très à droite, il a viré le centre. Mais de l'autre côté, Moshe Kahalon est en train de prendre les membres du Likoud, les activistes du Likoud, qui sont pas ceux qui font partie des colonies de peuplement, mais ceux qui font partie des villes de développement en Israël. Les gens qui font partie de Yerucham, les gens qui font partie vraiment les activistes, qu'on parle des gens très importants pour des élections. Et ces gens-là sont en train d'aller lentement vers Moshe Kahalon. Et ça pourrait être aussi quelque chose qui pourrait beaucoup l'affaiblir. Juste après, parce que maintenant le direct nous commande, elle vient d'écouter le Premier ministre, justement Benyamin Netanyahou, et Dror Even Sapir qui va nous traduire ses propos en direct. Je m'adresse à vous, citoyens d'Israël, parce que dans la situation actuelle, de ce gouvernement actuel, il est impossible de diriger l'État. C'est de ma responsabilité comme Premier ministre de diriger l'État et de préserver la sécurité, de développer l'économie, de faire baisser le coût de la vie, de m'inquiéter, de m'occuper de vous, citoyens d'Israël. C'est ce que j'ai fait au cours de ces 4 dernières années dans le précédent gouvernement. Le précédent gouvernement était l'un des meilleurs gouvernements, l'un des gouvernements les plus stables de l'histoire de l'État d'Israël. Un gouvernement qui n'a fait l'impasse sur aucune des parties du peuple. Un gouvernement qui était un véritable gouvernement d'union. Et un gouvernement qui a fait énormément de choses. Des routes, des trains, la barrière de sécurité dans le sud du pays, éducation gratuite à partir de l'âge de 3 ans, soins dentaires gratuits pour enfants, nouvelle académie de médecine dans le nord, et par un effort. Et également, nous avons fait un effort énorme pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Mais le gouvernement actuel, c'est beaucoup plus difficile de faire des choses pour les citoyens. Pendant l'opération bordure protectrice, nous nous sommes comportés avec responsabilité, avec sens du mesure, avec détermination. Je n'ai pas considéré les bruits de fond. Et ce qui était important, c'était le bien de tout le pays pour la préservation de la sécurité des Israéliens. Mais dans ce gouvernement, il est beaucoup plus difficile, très difficile, de faire toutes les autres choses pour la sécurité et pour le bien-être des citoyens. Parce que, contrairement à son prédécesseur, ce gouvernement
actuel, depuis sa naissance, était un gouvernement opposé, d'opposants. Je dois vous dire qu'il m'a été imposé du fait des résultats des élections. De la raison simple que le parti au pouvoir, le Likoud, n'a pas obtenu suffisamment de mandats. C'est la raison simple et par conséquent, dès le premier moment, et aussi peut-être d'autres raisons ont expliqué, il y avait dans ce gouvernement des conflits qui venaient de toutes directions. Et c'est un gouvernement qui a dû gérer sous des ultimatums, sous des menaces et des attaques incessantes à l'intérieur même du gouvernement et contre le Premier ministre lui-même. J'ai fixé 3 principes sur lesquels il y a un accord dans le public. Une politique active contre le nucléaire iranien, l'obligation de demander aux Palestiniens de reconnaître Israël comme État juif et une politique claire pour la construction à Jérusalem. Alors, mais regardez de quelle manière Livni et Lapid n'ont pas accepté ces 3 principes. 6 mois après l'établissement du gouvernement, Lapid a dit « Je suis heureux d'écouter, d'entendre, de constater qu'un nouvel État a vu le jour en Iran ». Lorsque j'ai demandé à la délégation israélienne à l'ONU de boycotter le discours du président iranien, Lapid a dit que les boycotts n'étaient pas justifiés. Et ensuite, Lapid a dit qu'il n'était pas nécessaire de demander aux Palestiniens de reconnaître Israël comme État juif. Et sur les projets de construction de 1000 unités de logement à Jérusalem, Lapid a dit qu'il était contre ces projets de construction. Tzipi Livni, qui est la collaboratrice de Lapid, s'est jointe à lui en disant que la politique à Jérusalem était irresponsable. Elle est la dernière qui peut donner des leçons de morale et de responsabilité. Parce qu'elle a rencontré Mahmoud Abbas, en contradiction totale avec la décision du gouvernement, et en contradiction avec ce que j'avais demandé de ne pas rencontrer Mahmoud Abbas. Et alors qu'elle continuait à être ministre de la Justice, elle a déclaré que le boycott de Netanyahou contre Mahmoud Abbas n'était pas justifié. Et il y a une chose commune entre Lapid et Livni dans leur comportement. Ils parlent de nouvelles politiques, mais en fait ils agissent en fonction de la vieille politique. Au cours de ces dernières semaines, ils se sont joints à des tentatives de limoger le Premier ministre avec les groupes parlementaires ultra-orthodoxes. Et Lapid qui disait qu'il refusait de siéger avec ces mêmes groupes parlementaires ultra-orthodoxes. Le ministre des Finances qui a échoué dans la gestion de l'économie s'est joint à la ministre de la Justice pour agir contre le gouvernement et celui qui le dirige. En un mot, on appelle ça un putsch. Messieurs, comme ça, on ne peut pas diriger un État. On ne peut pas diriger un État. Et par conséquent, il y a peu de temps, j'ai demandé au secrétaire du gouvernement d'émettre des lettres de limogeage pour les ministres de ces partis. Et par conséquent, il faut diriger un gouvernement stable. Et puisqu'il faut diriger un gouvernement stable, j'ai pris la décision de faire adopter par la Knesset une loi sur la dissolution du Parlement. Je ne supporterai pas d'une opposition interne à mon gouvernement. Je ne serai pas d'accord avec une situation dans laquelle les ministres, depuis l'intérieur même du gouvernement, agissent contre le gouvernement et contre celui qui le dirige avec irresponsabilité nationale. Je veux que les citoyens d'Israël constatent un nouveau gouvernement plus stable, un gouvernement plus large qui pourra diriger l'État et le peuple en coopération avec toutes les parties du peuple. Maintenant, je veux vous dire, ce n'est pas une chose facile pour moi, ce que je fais ce soir.
Mais c'est une chose cohérente. En 2000, j'ai renoncé à la possibilité d'être Premier ministre. Et je l'ai fait parce que je n'avais pas la majorité nécessaire à la Knesset. J'aurais été élu avec une grande majorité. Mais j'y ai renoncé au poste de Premier ministre parce que je n'avais pas la majorité nécessaire au Parlement. Je n'avais pas les mandats nécessaires pour une véritable gouvernance. Et aujourd'hui, je ne suis pas attaché à mon siège. Je prends d'une manière consciente un risque personnel pour le bien d'une gestion juste du gouvernement. Des élections dans l'urgence, ce n'est pas une bonne chose. Mais un gouvernement dans lequel des ministres agissent contre le gouvernement depuis l'intérieur, c'est une chose encore plus grave. Il faut des nouvelles élections rapidement et un nouveau gouvernement rapidement. Et je vous le dis une nouvelle fois, il faut pour ce but, cet objectif, il faut un parti au pouvoir fort. Ceux qui veulent la gauche pourront voter pour un candidat de gauche. Et ceux qui veulent un gouvernement national, eh bien, je vous demande de choisir le gouvernement, le parti au pouvoir, le Likoud, pour diriger le peuple et le pays. Merci beaucoup. Voilà donc pour cette intervention du Premier ministre, donc Benjamin Netanyahou. Voilà donc pour cette intervention du Premier ministre Benjamin Netanyahou avec, merci Andrew Even-Sapir pour cette traduction simultanée, donc des mots très forts quand même, Shraga Blum, qui ont été employés à l'encontre donc de ceux qu'il désigne comme des putschistes, là on est vraiment dans la Rome antique, comme le disait tout à l'heure Laurent Siget avec Néron. Vous êtes surpris ou pas par ce qu'a dit Netanyahou, Shraga Blum? Non, je ne suis pas surpris. Pour plusieurs choses, je ne suis pas surpris. D'abord parce que c'était dès le départ un gouvernement qui serait difficile à gérer, ça on le savait. Moi j'avais quelques espoirs au début en pensant que l'alliance Bennett-Lapid allait pouvoir permettre de travailler. Ce qui a été fait d'ailleurs sur certains textes de loi, il y a eu des collaborations qui étaient efficaces, mais on ne peut pas à long terme tenir un gouvernement avec une aile droite comme Bibi Netanyahu et Naftali Bennett et une aile gauche avec Livni et Lapid. D'autant plus que Lapid dès le début avait déjà dit je serai le prochain Premier ministre. Donc Netanyahu savait dès le début qu'il avait dans son gouvernement une opposition même personnelle de quelqu'un qui veut prendre sa place, qui être calife à la place du calife, même si l'expression elle est un peu... c'est pas nouveau, il y a eu des expressions, il y a eu des gouvernements d'union nationale entre la gauche et la droite. Pérez, Shamir savaient très bien que l'un et l'autre voulaient être Premier ministre. Je veux dire, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça que forcément ça fonctionne pas. Les relations Pérez-Rabin, c'est pas... Non, Shamir Pérez. Je parlais de Shamir Pérez. Shamir, oui. Parce que les résultats des élections voulaient qu'il y ait un gouvernement de rotation. Mais j'ai pas été surpris tellement par la force de ces propos, parce que je lis aujourd'hui quelque chose qui a été confirmé maintenant par Benjamin Netanyahou, c'est que d'après ses conversations qu'il a eues avec Naftali Bennett, la goutte qui a fait déborder le vase, c'est surtout les prises de position de Lapid et Livni vis-à-vis de sa politique étrangère et des prises de position qui étaient répercutées à l'étranger, donc qui apportaient de l'eau au moulin à ceux qui critiquent Israël en Europe et aux États-Unis. Et j'ai l'impression que c'est ça peut-être qui a l'élément plus important qui a fait déborder le vase. D'abord, il y avait une bonne nouvelle, c'est que visiblement le Premier ministre a dit qu'il voulait s'occuper des citoyens. Donc c'est quand même quelque chose qui est nouveau, parce que je n'en étais pas tellement aperçu lors de ces 2 dernières années. Mais ça, c'est juste en passant. Ce qui était plus dramatique, c'est que quand le Premier ministre a dit quels étaient les résultats positifs de son gouvernement, il a été chercher très très loin. Il a trouvé qu'ils avaient créé une université dans le nord, en Galilée, à Tzfat, une université de médecine au nord d'Israël. Lorsque vous arrivez à citer 3-4 petits résultats positifs, c'est que vraiment ça va pas. Et deuxièmement, il a avoué, ça je trouve ça extraordinaire, que la politique économique du gouvernement avait échoué à cause de Yair Lapid. Donc je veux dire, il mène une politique économique qui a échoué. Il vient de le dire, donc je veux dire, il faut le dire comme ça froidement aux gens que la politique était pas bonne, quoi. Alors, on revient évidemment sur tous ces sujets. Il y a évidemment une inconnue, parce qu'on est en période sécuritaire très tendue avec une vague d'attentats. C'est comment le pays peut se permettre de nouvelles élections et donc une période d'incertitude politique à un moment où la sécurité est aussi instable. Des questions auxquelles tente de répondre Maxime Pérez, reportage. Si des élections devaient se tenir dans les prochains mois en Israël, elles interviendraient dans un climat d'instabilité sécuritaire. Comme lors de la vague d'attentats suicides qui avait secoué le pays au milieu des années 90, profitant à l'époque au Likoud de Benjamin Netanyahou, la menace terroriste est susceptible d'interférer à tout moment dans la campagne et en dernier recours, dans le vote des Israéliens.
La situation est volatile. Il y a un soulèvement populaire, des attentats isolés, et tout cela a un impact direct sur la question palestinienne. Le conflit israélo-palestinien est un thème politique à part entière, un sujet qui va être au cœur du scrutin. La tenue d'élections anticipées est ancrée dans la vie politique israélienne. Un phénomène largement imputable au système de scrutin proportionnel qui génère des coalitions aussi larges qu'instables. Bien que limité dans sa marge de manœuvre, l'appareil sécuritaire peut fonctionner normalement aux périodes électorales, mais il reste largement tributaire de l'échelon politique. Et quand le gouvernement devient un pouvoir de transition, il y a danger pour l'armée. Des élections vont avoir comme conséquence de rendre difficile tout vote sur le budget de la défense et le budget de l'État de manière générale. En attendant le réarmement de Tsahal va être affecté, les entraînements, les leçons de la dernière opération à Gaza devront être mises en application plus tardivement. Pourtant, les enjeux sécuritaires ne manquent pas. Menaces djihadistes dans la péninsule du Sinaï et à la frontière syrienne. Risque d'embrasement avec le Hezbollah. Sans oublier qu'avec le Hamas palestinien, l'accord de cessez-le-feu conclu il y a 3 mois n'a toujours pas été converti en trêve durable. Le Hamas est très proche de l'asphyxie et il peut y avoir une nouvelle explosion de violence. Mais en période électorale, il serait bien mal avisé de tester un gouvernement israélien de transition. Un tel gouvernement peut alors agir comme bon lui semble. Autant de défis et de casse-tête auxquels sera bientôt confronté le général Gadi Eisenkot, promu nouveau chef d'état-major de Tsahal. Et le prochain ministre de la Défense, qui succédera à Moshe Ya'alon. Voilà, ça fait partie des inconnus. D'ailleurs, il faut expliquer, Dror Even-Sapir, ce qui va se passer avant ces élections. Là, on voit bien que le gouvernement implose dès ce soir. Il va y avoir un gouvernement de transition qui va être nommé jusqu'à ces élections. Un gouvernement minoritaire, un gouvernement de transition qui sera en gros chargé de gérer les affaires courantes. Ça permettra peut-être à Benyamin Netanyahou de distribuer des portefeuilles pour 2-3 mois à certains des caciques du Likoud, ce qui va arranger sa situation à l'approche des primaires début janvier au Likoud, et qui vont voir à nouveau Benyamin Netanyahou être opposé à Moshe Feiglin probablement et à Dani Danon. Bien évidemment, Benyamin Netanyahou va remporter ces élections primaires. Et puis l'un des enjeux pour Netanyahou de ces élections, c'est de faire en sorte que le Likoud change un peu d'aspect, redevienne un parti attractif, parce que le Likoud a perdu certaines de ses figures les plus électoralement payantes. Moshe Kahlon qui a créé un nouveau parti, Gideon Sa'ar qui s'est retiré de la vie politique, et donc ça manque un petit peu de personnalité attractive au sein du Likoud aujourd'hui, et donc Benyamin Netanyahou va demander aux instances de ce parti de réserver des places à certaines vedettes qui pourraient venir de l'extérieur de la classe politique, de la société civile, et qui pourraient peut-être attirer des voix. Ouais. Alors là, c'est la question qui se pose d'ailleurs aujourd'hui, parce que vous disiez tout à l'heure, Benyamin Netanyahou est en perte de vitesse dans les sondages. Peut-être que sa personnalité s'est usée, disiez-vous tout à l'heure, Laurent Siget, mais qui aujourd'hui est une alternative crédible pour un poste de Premier ministre? Parce qu'on ne voit pas d'autres personnalités émerger à Shraga Bloom. Non, justement, moi je vois 2 aspects. Un, tous les sondages le disent, Benyamin Netanyahou, et même si sa cote de popularité est en érosion, est quand même de loin, comme le disait Dror, le plus Premier ministrable. Comme on dit. Il ne faut pas oublier non plus un autre aspect des choses dont on ne parle pas souvent, c'est l'évolution démographique et sociologique d'Israël, qui fait que les populations religieuses traditionnalistes est de plus en plus importante. La situation sécuritaire aussi fait que je vois mal un Premier ministre de gauche arriver au pouvoir dans 3 mois. Vraiment, à mon avis, c'est une grande illusion. D'abord, il faut se rendre compte que depuis en fait la perte du pouvoir par Ehud Barak, la gauche a souffert, la gauche et le centre principalement, d'une perte de vitesse qui est due à 2 éléments principaux. Un, c'est que les Arabes israéliens, qui représentent quand même plus de 20% de la population, ont commencé à beaucoup moins voter. Si avant, on arrivait dans les années 80 jusqu'à 90, jusqu'en 2001 où il y a eu le problème entre les Arabes israéliens et la police, on arrivait à des taux de vote de 80 qui sont passés de 80 à 57. Déjà au départ, ça vous fait déjà pratiquement 5 à 6% de l'électorat qui ne va plus voter. Donc vous avez en Israël, premièrement c'est les Arabes. Deuxièmement, dans les grandes villes,
le centre, la gauche, quand vous regardez les résultats des élections, effectivement, là où Schrager, c'est même pas encore le problème démographique tellement, c'est le problème du taux de participation. Là où la droite et les religieux vont voter, ils font le plein de leur électorat. Dans les grandes villes qui sont plus traditionnellement centristes, voire de gauche, là on a des taux de participation plus faibles. Il y a eu 2 cas où la gauche s'est massivement mobilisée, c'était à l'époque de Rabin et c'était à l'époque de Barak lorsqu'il a été élu, où là les taux de participation ont avoisiné les 80%. Je crois qu'il faut... la droite en général ne perd de toute façon des élections que pour des raisons économiques. Alors justement, on verra les enjeux. Oui. Je voudrais juste rajouter un autre élément que vous ne citez pas, qui a été dit d'ailleurs par un collègue de votre parti, qui est Arel Margalit, qui a accordé une interview à Libération, et à la question qu'on lui posait, comment expliquez-vous le déclin de la gauche en Israël, il a dit très clairement, parce qu'il y a une grande désillusion en Israël face au processus de paix et au refus des Palestiniens de plus en plus clair de vouloir faire quelconque accord avec Israël. Donc il y a aussi une désillusion idéologique à ce niveau-là, pas seulement tout à fait. Nous avons subi le contre-coup de l'après-Arafat-Barak, nous avons subi pendant... mais là où la gauche doit absolument rebondir, c'est sur le plan économique, en faisant des liens entre qui reçoit combien et comment, qui reçoit plus d'argent, où va l'argent. Parce que lorsqu'il y a un taux de croissance qui est de 3, 4, 5% et que les gens vivent plus ou moins bien, on se pose moins de questions. Lorsque vous voyez qu'au dernier trimestre, vous avez un taux de croissance qui est de moins 0,4% et que vous commencez à entendre que c'est de plus en plus dur pour les petits business, pour les indépendants, etc., vous commencez à voir que la classe moyenne commence à être fatiguée. Alors, la classe moyenne, c'est celle... Lorsque vous ouvrez finalement des urnes le jour des élections, qui donne la victoire? Quand vous ouvrez à Tel Aviv, à Haïfa, à Jérusalem, à Holon et à Bat Yam et à Rishon, vous avez à Ashdod, vous avez les résultats des élections. Paradoxalement, ce sont ni les kibbutzim, ni les résultats dans les kibbutz, ni les résultats dans l'économie du peuplement qui vous montrent la tendance des élections. Ce sont les grandes villes et les classes moyennes. Il faudra absolument, premièrement, pour que la gauche puisse passer, ou le centre-gauche puisse se retrouver autour d'un candidat. Moi, je pense que Herzog a tout à fait l'étoffe d'être un Premier ministre. On a eu beaucoup de vedettes en Israël. On a eu Barak qui était une vedette, ça a été la catastrophe. On a Netanyahu qui a été une vedette, c'est la catastrophe. On a Sharon qui a été une vedette. Il n'y a que des vedettes, finalement, on se fait toujours avoir par les vedettes. Il faudrait peut-être essayer d'avoir aujourd'hui quelqu'un qui est un peu plus solide, qui a quand même un passé politique qui est certain, qui sait travailler aussi en collaboration entre plusieurs groupes de la société israélienne. Et je crois qu'Herzog, de ce point de vue-là, est un bon candidat. Alors, Dror Even-Sapir, est-ce qu'à votre avis, l'enjeu de ces élections sera économique, social, ou est-ce que ce sera le processus de paix, la sécurité d'Israël? Je pense que l'enjeu, ce sera Benjamin Netanyahou lui-même. Est-ce que les Israéliens sont prêts à lui accorder une nouvelle fois leur confiance pour un 3e mandat consécutif tout de même, et pour un 4e mandat en tout? Il s'approche de dépasser le record de longévité au poste de Premier ministre qui est détenu bien évidemment par David Ben Gurion jusqu'à maintenant. Donc ce sera presque un référendum pour ou contre Netanyahou. Bien évidemment, les questions sociales et économiques ne seront pas absentes de la campagne électorale. Le Parti travailliste et le Parti de Moshe Kahlon vont s'efforcer à en faire l'une des priorités de la campagne. Bien évidemment, les questions sécuritaires ne seront pas absentes parce que malheureusement, on assiste à une vague de terrorisme et une vague de violence dans les rues des grandes villes israéliennes et aussi dans les territoires de Cisjordanie. Tout cela va être présent, va être très présent. Mais il y a 2 paradoxes, en fait il y en a plus, mais qui font que ces élections seront peut-être plus ouvertes qu'on pourrait ne penser. Le premier paradoxe, c'est qu'il y a effectivement un virage à droite de la société israélienne, dont Shraga parlait tout à l'heure, mais le principal candidat de la droite israélienne, Benjamin Netanyahou, encore une fois, sa cote de popularité ne cesse de s'éroder. Là, il y a un paradoxe. Deuxième paradoxe, on parlait de Yitzhak Herzog, le président du Parti travailliste. Le Parti travailliste dans les sondages aujourd'hui est en baisse, c'est assez net. Mais Herzog, lorsqu'on demande aux gens quelle personnalité politique est la plus apte à exercer les fonctions de Premier ministre, eh bien, Herzog est en progression. Donc là, il y a un paradoxe. Et puis, troisième inconnu ou paradoxe, le seuil d'éligibilité a été revu à la hausse. Aujourd'hui, pour avoir une représentation à la Knesset, il faut rassembler 3,25% des suffrages, si je ne m'abuse. Auparavant, c'était 2%. C'est un changement considérable. Est-ce que les électeurs l'ont pris en considération? Qu'est-ce qui va se passer avec les partis arabes? Parce que les partis arabes, une partie des formations arabes
vont devoir se rassembler pour obtenir au moins 3,25% des suffrages. Et s'ils se présentent en un front commun, eh bien, ça pourrait mobiliser un électorat arabe effectivement tenté par l'abstention, et ça pourrait changer toute la donne. Pourrait y avoir peut-être une plus grande représentation de la minorité arabe au sein de la prochaine Knesset, et ça pourrait changer toute la classe politique israélienne. Alors, on continue d'en parler évidemment avec vous, mais on va aller à Jérusalem, justement, là où Benjamin Netanyahou s'est exprimé tout à l'heure. Vous l'avez vécu en direct sur i24 News. Léa Berdugo est sur place. Léa, bonsoir. Donc, confirmation de cette crise politique désormais ouverte avec de nouvelles élections à venir. Oui, exactement. Alors, c'en est fini des élucubrations sur la mort du gouvernement. Ça y est, la coalition s'effrite clairement. Alors, Benjamin Netanyahou s'est montré extrêmement virulent envers Yair Lapid et Tzipi Livni, les ministres des Finances et de la Justice. Il les a littéralement accusés de vouloir faire un coup d'État, de renverser le Premier ministre. Alors, Benjamin Netanyahou s'est lancé dans une énumération des mauvais comportements de Yair Lapid. Tout d'abord, il a accusé de ne pas le soutenir dans sa politique menée à la tête du gouvernement. Il a dit tout d'abord qu'il était complètement opposé à sa politique concernant les négociations sur le nucléaire iranien et le fait de vouloir boycotter l'Iran dans le cadre de ces négociations. Ensuite, il a dit qu'il était complètement opposé également aux volontés de Benjamin Netanyahou que le gouvernement palestinien reconnaisse Israël en tant qu'État juif. Et troisièmement, il a accusé également Yair Lapid d'être contre la politique de Netanyahou concernant les constructions à Jérusalem-Est et en Cisjordanie également. Alors Tzipi Livni en a pris également pour son grade. Principal reproche pour la ministre de la Justice, eh bien, c'est d'avoir rencontré Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, puisque Benjamin Netanyahou avait déclaré auparavant qu'il ne souhaitait pas que des rencontres bilatérales de ce type soient effectuées. Merci Léa Berdugo, donc en direct du bureau du Premier ministre à Jérusalem, où donc Netanyahou vient de s'exprimer. On a des réactions également très vives ce soir, et de Livni et de Lapid. Je vous dis par exemple ce que vient de dire Livni. Il est temps de se débarrasser finalement de Netanyahou et de ces groupes d'extrémistes qui ont pris le pouvoir. C'est un peu la réponse du berger à la bergère. Je vais être du côté de Netanyahou. S'il fallait se débarrasser de lui, il ne fallait pas rentrer dans son gouvernement à la base. Je veux dire, c'est un peu hypocrite comme position, et j'espère qu'elle va essayer de reprendre un peu ses esprits, parce que ce genre de déclaration ne renforce rien sa crédibilité. Je trouve que Livni a une phraséologie binaire tellement lamentable entre les extrémistes, les modérés, tant en Israël que du côté arabe palestinien. Je crois que ça ne montre pas un niveau très, très élevé, à mon avis, de débat. Ouais. Bon, alors c'est sûr que cette coalition était fatiguée. Vous parliez tout à l'heure de l'abstention. Il y a une catégorie justement qui est très touchée par l'abstention et dont on se demande comment elle va réagir. C'est celle des jeunes Israéliens qui semblaient se désintéresser, c'est ce que les sondages montraient, de la politique de plus en plus. Eh bien, reportage justement aujourd'hui dans une université, donc tout près de Tel Aviv, signé Maël Benoliel. On les dit désintéressés, voire lassés de la politique. Et pourtant, les jeunes Israéliens représentent quasiment 25% de la population du pays et un électorat important. Pour ces prochaines élections, ils comptent bien faire entendre leur voix. On parle beaucoup du désintérêt des jeunes par rapport à la politique et je ne sais pas si beaucoup d'entre nous iront voter, mais je pense que la période est intéressante. Sans doute que beaucoup sont déçus des politiciens et de l'actuelle Knesset et se disent que ce sera la même chose quoi qu'il arrive, mais je souhaite que ce soit autrement. Et pour eux, les politiciens ne prennent pas assez en considération les besoins des 20-35 ans. Dans les paroles, oui, mais dans les actes, personne ne fait rien pour nous. Je ne sais pas s'il faut accuser les politiciens, car la période est difficile, mais il n'y a aucun changement depuis trop longtemps déjà. Un ras-le-bol qui s'expliquerait par le grand nombre de partis politiques. Il y a trop de différents partis politiques, de petits partis, et cela affecte la politique. Aux dernières élections, il y a moins de 2 ans, ils auraient été près de 60% à s'abstenir. Une déconvenue pour la vie politique israélienne. Aux politiques désormais de rallier cet électorat de poids. Voilà donc pour ce reportage de Maël Benoliel. On est toujours ici avec Laurent Siget, avec Shraga Bloom et Dror Even Sapir. Donc on se demande si maintenant justement cette
Knesset, nouvelle Knesset vers laquelle on se dirige, va ressembler à celle d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y va y avoir un changement politique radical ou pas? Certains disent qu'on aimerait avoir un peu de stabilité en Israël, on parle d'un bipartisme un peu à l'américaine. Ça semble pas possible en tout cas. Très très loin du bipartisme, on sent les noix de plus en plus. Vous savez, au début des années 80, les deux grands partis de l'époque, le Likoud et le Parti travailliste, rassemblaient à peu près, si mes souvenirs sont bons, 100 sièges des 120 de la Knesset, et les autres partis se partageaient les miettes. Là, on a, comme l'a dit Shraga tout à l'heure, une succession de partis moyens, entre 10 et 20 sièges, et on se dirige donc vers une situation qui risque d'être de plus en plus instable politiquement. Mais encore une fois... Si on reste dans la même situation qu'actuellement, moi je crois qu'actuellement, à gauche et au centre, si les gens veulent vraiment virer ce gouvernement, et principalement, il faut dire, comme disait Dror, le Premier ministre qui règne actuellement, il va falloir faire des alliances et des unions. Il ne va pas être possible... à chaque fois, ça échoue. Non, mais là... Il y aura des alliances et des unions, il n'est pas impossible, il est même probable que Livni et Lapid se présentent dans la même liste. Il n'est pas impossible que Livni se présente avec Herzog. En numéro 2, ça aussi c'est possible. C'est moins possible, c'est moins probable. N'oubliez pas qu'au sein de la Tnoua, il y a quand même deux anciens chefs du Parti travailliste, qui sont Amram Mitznah et Amir Peretz. Moshe Kahlon va faire son entrée en course, donc ça fait encore une fois un nombre de partis importants, y compris au centre de la vie politique. Mais encore une fois, j'insiste sur cet aspect-là. Beaucoup d'inconnus, aucun des sondages qui vont être publiés dans les jours à venir n'est valable, parce que la hausse, encore une fois, du seuil d'éligibilité va changer la donne complètement, parce que de nouveaux acteurs vont faire leur entrée dans la vie politique, vont rejoindre tel ou tel parti, celui de Kahlon, le Parti travailliste, le Likoud. Beaucoup de choses, va dépendre du comportement des abstentionnistes. Est-ce qu'il y a une campagne déjà qui s'apprête à être lancée pour remobiliser un électorat qui n'a pas ou peut voter au cours des dernières élections? Est-ce que cette campagne va porter ses fruits? Est-ce qu'on va assister, malgré la brièveté de cette législature actuelle, à une hausse du seuil d'éligibilité? Donc il y a beaucoup de points d'interrogation, et les choses sont peut-être plus ouvertes qu'il semblerait, même si effectivement le scénario le plus probable, ça reste lui d'un gouvernement à nouveau avec Benjamin Netanyahou à sa tête, une coalition qui serait centrée autour du Likoud, du parti de Naftali Bennett, le foyer juif, des partis orthodoxes, et d'un Moshe Kahlon qui remplacera Lapid et Livni comme caution centriste. Ouais. C'est le scénario le plus probable, c'est pas le seul. Moi, je suis 25 ans en Israël, je n'ai jamais vu une campagne qui a commencé et qui a terminé de la même façon. C'est-à-dire qu'on fait toujours un premier sondage au début, et entre le premier sondage et le dernier sondage, il y a toujours une très très grande différence, parce que finalement l'électeur est plus intelligent qu'on ne le pense. Alors je voudrais qu'on voit comment ces dernières années, on l'a vu. Oui, tout à fait. Il nous reste encore quelques minutes, mais je voudrais qu'on voit comment les Arabes israéliens, et notamment ceux de Jérusalem-Est, qui est évidemment un endroit dont on a beaucoup parlé ces derniers temps en raison des violences qui s'y sont déroulées. On va retrouver sur place David Klezewski, qui est l'envoyé spécial d'I24 News là-bas. Est-ce que d'abord ça fait réagir ce soir dans ces quartiers de Jérusalem-Est ou pas, l'annonce de ces élections anticipées, David ? Écoutez, c'est la question de savoir comment les Palestiniens ou les résidents arabes de Jérusalem réagissent aux différentes élections en Israël. Question qui n'est pas évidente. Nous avons contacté plusieurs instituts de recherche et ils nous ont tous avoué avoir peu de données sur la manière dont les résidents arabes de Jérusalem ou les Palestiniens eux-mêmes envisagent les élections en Israël. En revanche, un indice, la manière dont les résidents arabes de Jérusalem derrière moi, nous sommes ici effectivement à Jérusalem, comment les résidents arabes envisagent les élections municipales, élections israéliennes municipales de leur ville. Vous savez que le statut très particulier des résidents arabes de Jérusalem fait qu'ils sont à la fois, ils sont détenteurs d'un passeport jordanien. Pour plusieurs dizaines de milliers d'entre eux, ils sont aussi israéliens. Tous, en tous les cas, peuvent voter, une mosaïque juridique très diverse, mais tous peuvent voter aux élections municipales. Or, seule une infime minorité des résidents arabes de Jérusalem vont voter lorsqu'il y a des élections municipales. Nous avons interrogé plusieurs résidents arabes, et ils ont répondu tous la même chose, une défiance vis-à-vis des élections organisées par l'autorité israélienne municipale à Jérusalem, mais de manière plus générale, une défiance vis-à-vis des élections elles-mêmes, sur le fait qu'une élection puisse changer les choses, que ces élections soient organisées côté israélien, voire même côté palestinien. Je rappelle par exemple, à titre d'exemple, que Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne, est en poste depuis 10 ans. Son mandat n'était prévu que pour 4 ans. Or, si Mahmoud Abbas est critiqué en interne côté palestinien, ce n'est pas pour cette raison-là, mais pour d'autres raisons, par exemple la coopération sécuritaire avec Israël, d'autres dossiers comme la corruption.
mais pas précisément sur cette question des élections. Donc ici, côté arabe, défiance, une grande défiance vis-à-vis des élections, qu'elles soient en Israël ou côté palestinien. Merci David Kazewski. On vous retrouvera tout à l'heure pour évoquer l'autre sujet du jour, le vote par la France de cette résolution sur l'État palestinien. Il nous reste quelques minutes. À votre avis, est-ce que le processus de paix, la question palestinienne, sera un enjeu de la campagne ou pas? Shraga Bloom là-dessus? Elle le sera, oui. Enfin, à mon avis, l'aspect sécuritaire va être plus présent que l'aspect du processus, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois qu'il y a une désillusion un peu générale, à part quelques naïfs, dans le pays sur la possibilité d'arriver à un accord de paix avec les Arabes palestiniens, en tout cas à court terme ou à moyen terme. Donc je pense que ça sera effectivement l'un des aspects, mais pas le plus important. Heureusement, il y a 68 ans qu'il y a eu quelques naïfs pour créer l'État d'Israël, parce que si on avait fait que des gens, on avait affaire qu'à des gens cyniques, nous ne serions pas là en train de discuter, ni vous ni moi. Donc il faut un peu de naïveté, fait quand même toujours du bien, mais pas pour détruire, même en politique. Pas pour détruire. Ce que je veux dire en général, c'est que je crois que ça va être un peu difficile de savoir ce qui va se passer dans les mois à venir. Je ne crois pas que le processus de paix avec les Palestiniens va être au centre. Je crois que la vraie question, comme l'a dit Dror, ça va être Netanyahou pour ou contre, et c'est là-dessus que va se baser la campagne. Probablement qu'on va parler, la droite va essayer de tirer vers tous les aspects extérieurs de nos voisins. La gauche va essayer de parler principalement du social et de l'économique. Mais en fait, la vraie question, c'est la nature de Netanyahou. Est-ce qu'on veut Netanyahou? Est-ce qu'on veut ce Netanyahou? Est-ce qu'on veut sa femme avec pendant encore 4 ans? Voilà. Et la question palestinienne, Dror, rapidement. Elle sera effectivement plutôt absente. D'ailleurs, elle était absente de la précédente consultation électorale. On a très peu parlé du processus de paix il y a 2 ans et des Palestiniens. Et là aussi, on va peu en parler. On va parler essentiellement des questions internes, économiques, sociales, et aussi de la violence, du terrorisme, des questions sécuritaires, parce que la défiance vis-à-vis du processus de paix, le manque de confiance envers le leadership palestinien, il est également partagé par une partie non négligeable de l'électorat centriste ou de l'électorat même de gauche, qui est contre la présence israélienne dans les territoires, mais qui est tout à fait sceptique sur les chances de parvenir à un accord de paix avec les Palestiniens dans les conditions actuelles. Il y a la question iranienne aussi. Je pense que si on demande aujourd'hui en Israël qui est le plus capable de se mesurer à l'Iran, je ne pense pas qu'il choisirait Herzog ou Livni. Enfin. Je ne crois pas que personne ne croit aujourd'hui que la question iranienne sera réglée par Israël. Je crois que malheureusement, la question iranienne... on est concerné au premier plan. On est concerné, mais malheureusement, c'est une question qui sera... Aussi concerné, oui. Aussi concerné, mais ce ne sera pas réglé par nous. Ce sera une question qui sera réglée pas que par nous, sera réglée au niveau international. Merci Laurent Siget, merci Shraga Bloom d'être venu en tout cas évoquer cette annonce de ce soir, dissolution en quelque sorte du gouvernement et de la Knesset à venir pour de nouvelles élections. Merci Dror Sapir, vous avez entendu Benyamin Netanyahou en direct donc évoquer le limogeage de ces 2 ministres et donc cette crise qui est désormais ouverte pour le gouvernement israélien. On va évoquer dans un instant, vous restez avec nous, suite de cette édition spéciale, on évoque dans un instant l'autre grand sujet du jour, l'État palestinien. Si cette tentative ultime de solution négociée n'aboutit pas, alors il faudra que la France prenne ses responsabilités en reconnaissant sans délai l'État de Palestine, et nous y sommes prêts. Cette tentative de faire passer à l'Assemblée nationale une résolution visant à la reconnaissance unilatérale de l'État palestinien est quelque chose qui est dangereux et qui ne facilitera pas le processus de paix. We also would like to see France recognize Palestine immediately, because this is a way of sending a signal that France is serious about ending the occupation and about the two-state solution. Alors évidemment, c'est l'autre actualité du jour. Le Parlement français, plus précisément les députés français à l'Assemblée nationale, qui ont voté à une large majorité, 339 voix pour, 151 contre, l'adoption de cette résolution qui invite le gouvernement français à reconnaître l'État de Palestine. Cela fait parler depuis de nombreuses semaines déjà. Patrick Maisonneuve, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'ambassadeur de France en Israël. D'abord, est-ce que c'est un cadeau qu'on vous fait quand on est en poste en Israël et
qu'on se retrouve avec une telle résolution qui est votée? Est-ce qu'on doit rendre des comptes dans ces cas-là au pays dans lequel on se trouve? Écoutez, moi je crois que d'abord cette résolution, elle n'est pas dirigée contre Israël. Je pense qu'elle vient, et vous l'avez dit vous-même, c'est une invitation qui est adressée au gouvernement français. La France ne reconnaît pas ce soir l'État de Palestine. Le Parlement français, l'Assemblée nationale en l'espèce, par une large majorité, comme vous l'avez dit, invite le gouvernement à reconnaître l'État de Palestine. Moi je crois que par-delà les clivages partisans, il me semble que la France a toujours exprimé le souhait que soit créé un État de Palestine. Je crois qu'elle l'avait dit même, si on remonte aux origines du problème, dès la résolution 181 de 1947, qui appelait à la création d'un État d'Israël et d'un État de Palestine. Donc encore une fois, je ne crois pas que ce soit une résolution qui soit dirigée contre nos amis israéliens, certainement pas, mais c'est une résolution qui s'efforce de regarder vers l'avenir. Ouais, alors, Benyamin Netanyahou, à plusieurs reprises ces dernières semaines, avait fait part quand même de son irritation, de son inquiétude face à ce débat qui allait s'ouvrir au Parlement français. Est-ce que vous avez senti que ça pouvait avoir des répercussions sur les liens diplomatiques existants entre la France et Israël? D'abord, je crois qu'il y a une réalité qui s'impose à nous tous, c'est qu'il y a 135 États, et je ne parle pas de Parlement, il y a 135 États qui d'ores et déjà ont reconnu l'État de Palestine. Donc je ne pense pas que les relations entre Israël et ces 135 États en aient été affectées. Mais surtout, je crois qu'il faut bien mesurer quelle est la portée de ce vote. Je crois que ce vote côté français, en tout cas côté Parlement français, peut-être au-delà du Parlement, côté opinion publique française, je crois qu'il exprime un certain nombre de frustrations et un certain nombre d'inquiétudes. Je crois que tout le monde a présent à l'esprit ce qui s'est passé ici dans ce pays et à Gaza au cours de l'été dernier, avec une guerre qui a fait trop nombreuses victimes, une guerre à nouveau, si j'ose dire, entre Israël et Gaza, donc beaucoup de victimes, et puis finalement le sentiment que cette guerre n'a pas permis d'aboutir à une véritable reprise des négociations. On se souvient que du cessez-le-feu qui a été conclu fin août et de l'espoir que ce cessez-le-feu puisse rebondir sur des négociations qui finalement n'ont pas été engagées au Caire, comme vous le savez. Donc je pense qu'il y a une frustration que le Parlement a exprimée, et puis il y a aussi, bien sûr, l'inquiétude de frustration et inquiétude face à la situation qui s'est développée au cours des dernières semaines à Jérusalem-Est, comme on le sait, avec une multiplication des violences, également dans les territoires palestiniens, mais aussi, faut-il le rappeler, dans le nord d'Israël, dans un certain nombre de villes à majorité arabe, si j'ose dire. Donc je crois que cette résolution du Parlement français, de l'Assemblée nationale, c'est aussi une façon de marquer préoccupation, inquiétude et surtout d'appeler les partis israéliens et palestiniens à reprendre sans tarder, le plus vite possible, les négociations d'une paix véritable. Ouais. Mais alors, on sait que c'est donc symbolique, c'est un vote symbolique, mais donc il n'est pas question d'ouvrir une ambassade de France à Ramallah demain, mais si vous deviez le faire aujourd'hui quand même, vous seriez quand même bien embêté, parce que ce gouvernement palestinien, on voit bien, il est encore très divisé, il y a vraiment encore deux entités, une à Gaza, une à Ramallah. Ça, c'est quand même un problème. Comment exprimer un désir de paix dans ces conditions? Moi, je crois que là, le gouvernement s'est exprimé par la voix du ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, qui a dit que la préoccupation du moment, ce n'est certainement pas l'ouverture d'une ambassade auprès du nouvel État de Palestine. Non, la priorité, c'est la négociation. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle, avec d'autres Européens, nous nous efforçons de promouvoir une méthode, peut-être une méthode un peu créative, un peu nouvelle, pour précisément donner un maximum de chances à cette négociation d'aboutir. Et vraiment, sans méconnaître les problèmes, et vous avez parfaitement raison de souligner que du côté palestinien, il n'y a pas unité de vue, il n'y a pas unité de pensée, bien sûr. Il y a des préoccupations qui sont même assez divergentes, je le crois. Mais néanmoins, ce qui importe à ce stade, et compte tenu du contexte que j'évoquais, du contexte sécuritaire, de la multiplication des violences qui touchent le peuple palestinien, mais aussi le peuple israélien, la priorité des priorités, c'est de relancer la négociation. Alors, il y avait quand même, peut-être pas une gêne, mais en tout cas du gouvernement français, une prudence, peut-être ce qui a expliqué que cet après-midi, pour ce vote, et le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, et le Premier ministre, Manuel Valls, n'étaient pas présents, ce qui a été noté d'ailleurs par plusieurs interlocuteurs. Ça veut dire quoi? Qu'on reste prudent quand même s'il y a ce vote symbolique? Alors, je ne connaissais pas aujourd'hui l'agenda du Premier ministre, bien qu'à ma connaissance, il était en province aujourd'hui, peut-être pour une rencontre avec les pêcheurs, me semble-t-il, dans l'ouest de la France. En ce qui concerne le ministre des Affaires étrangères, il est aujourd'hui, et pour toute la journée, à une réunion ministérielle des ministres de l'OTAN. Et donc, à ce titre, je peux aussi imaginer qu'il y aura un certain nombre de contacts qui concernent
le sujet palestinien avec certains de ses homologues et au premier rang desquels John Kerry. Il y a cette initiative que veut promouvoir François Hollande, vous en avez parlé, la France veut trouver des idées créatives, aboutir en 2 ans à un accord en organisant une conférence. Est-ce que vous avez déjà commencé à explorer des pistes pour lancer cette initiative ? D'abord, ce que je veux rappeler, c'est que, et qui me paraît absolument fondamental, c'est que de toute façon, ce qui est important, personne ne va trouver une solution à la place des partis. Donc notre préoccupation dans le cheminement que nous proposons, c'est bien que les partis se remettent au travail, israéliens d'un côté, palestiniens de l'autre, qu'ils se rencontrent à nouveau et qu'ils se remettent à négocier. Nous, ce que nous pensons, peut-être en ayant à l'esprit toute l'histoire du processus de paix et aussi dans ce contexte-là, l'histoire de négociations qui n'ont pas abouti, ce que nous pensons, c'est qu'il faut peut-être essayer de faire évoluer la méthode de négociation. Peut-être alors, quel que soit le nom qu'on lui donne, mais en s'efforçant de mettre un peu plus de pression sur les partis, côté palestinien bien sûr, côté israélien aussi, d'où l'idée de cette conférence internationale qui réunirait un certain nombre d'États qui ont intérêt à ce dialogue, et donc à ce titre évidemment les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, la Ligue arabe, l'Union européenne, les pays arabes, j'en ai parlé, mais immédiatement voisins, et Laurent Fabius évoquait au premier plan donc l'Égypte, l'Égypte et aussi la Jordanie. Et puis au-delà de cette conférence internationale, qui au fond a un seul but, c'est que au moment où les partis auront, je l'espère, trouvé les voies d'un accord, peut-être aider précisément à la finalisation de cet accord, parce qu'on sait bien dans l'histoire du processus de paix que ce qui a toujours manqué, c'est l'élan final, justement, pour mettre une signature au bas d'un accord de paix. Donc espérons que cette conférence internationale, si elle est décidée bien sûr, aidera à cette conclusion-là. Et puis il y a aussi l'idée, qui est importante, de donner un calendrier, parce qu'il ne s'agit pas de négocier pour négocier, mais aussi de négocier dans un certain délai, afin en effet de mettre un peu de pression sur les Israéliens et les Palestiniens, et cette pression nous paraît indispensable. Alors c'est peut-être pas un fait exprès, mais en tout cas il se trouve que ce vote en France aujourd'hui intervient au moment où en Israël, ce qui va faire les gros titres là ce soir, ce n'est pas le vote par la France, mais l'annonce de nouvelles élections. Il y a un climat d'instabilité politique récurrent en Israël. Est-ce qu'à votre avis, ça peut être une cause justement des problèmes à avancer dans ce processus de paix ? D'abord, c'est pas nouveau. Je crois qu'il y a une espèce de tradition politique ici dans ce pays qui est que la Knesset nouvellement élue n'aille pas au terme de son mandat, si j'ose dire. Donc cette élection vers laquelle nous allons se situera donc 2 ans après l'élection de la Knesset actuelle. Bon, ça fait partie des données de la vie politique israélienne avec lesquelles il faut vivre. Est-ce que ça aidera? Est-ce que ça n'aidera pas? Moi, ce que j'espère néanmoins, c'est que dans la campagne qui va s'ouvrir aujourd'hui en Israël, la thématique de la paix restera présente dans tous les esprits, et que ceux qui ont à dire des choses sur cette perspective-là, trouveront un espace pour pouvoir s'exprimer. Bon, ça veut dire peut-être aussi qu'il y aura moins de réactions virulentes suite à ce qu'a décidé la France, qui a inquiété certains Israéliens. Vous avez eu des réactions déjà ou pas de la part du ministère des Affaires étrangères ici? Écoutez, pas encore, mais en effet, nous avions eu, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, nous avions eu une réaction à chaud du Premier ministre il y a une 8aine de jours, qui se demandait si en effet la France n'avait pas autre chose à faire que de se pencher sur la création de l'État palestinien aujourd'hui, et à ce titre-là, il évoquait la nécessaire lutte contre le terrorisme djihadiste notamment. Je tiens et j'ai tenu à le rassurer sur ce point. La France, comme il le sait d'ailleurs, est particulièrement engagée dans la lutte contre le terrorisme, et en particulier aujourd'hui contre Daesh. Merci beaucoup Patrick Maisonnave, ambassadeur de France en Israël. Merci d'être venu réagir à chaud. Donc après ce vote par l'Assemblée nationale française en faveur d'une invitation à reconnaître cet État palestinien, pour reprendre la formule de cette résolution. Merci Patrick Maisonnave. Merci. Si cette tentative ultime de solution négociée n'aboutit pas, alors il faudra que la France prenne ses responsabilités en reconnaissant sans délai l'État de Palestine, et nous y sommes prêts. Cette tentative de faire passer à l'Assemblée nationale une résolution visant à la reconnaissance unilatérale de l'État palestinien est quelque chose qui est dangereux et qui ne facilitera pas le processus de paix.
We also would like to see France recognize Palestine immediately, because this is a way of sending a signal that France is serious about ending the occupation and about the two-state solution. Suite donc de cette édition spéciale, on évoque donc à présent le vote par les députés français de cette résolution invitant le gouvernement à reconnaître l'État palestinien adopté tout à l'heure. Avant d'y revenir en images, je vous présente nos invités pour cette dernière partie. En duplex avec nous depuis Paris, le député UMP Claude Goasguen. Bonsoir à vous. Merci d'être en direct donc depuis Paris. Vous présidez le groupe d'amitié France-Israël au Parlement et donc vous nous expliquerez quelle position a été la vôtre. Je salue ici Salman Khoury, bonsoir. Vous présidez le Forum palestinien pour la paix à Ramallah et Freddy Eitan, ambassadeur d'Israël. Merci d'être là également. D'abord, on revient en image sur ce qui s'est passé avec Léa Volbert. C'est une majorité écrasante. 339 parlementaires invitent la France à reconnaître l'État de Palestine. Parmi eux, la quasi-totalité des socialistes qui a fait bloc derrière Elisabeth Guigou, la présidente de la Commission des Affaires étrangères. C'est elle qui a conduit le texte. Mais ce mardi, c'est François Loncle, député de l'Eure, qui est monté à la tribune pour défendre ce qui est, selon lui, la seule solution pour une paix juste et durable dans la région. Notre texte, comme l'indiquait vendredi le président Bruno Le Roux, signifie un appui clair et résolu à une relance du processus de négociation. Certains députés du Front de gauche, des radicaux de gauche, de l'UDI ont également voté en faveur de la proposition de résolution, renforcée contre toute attente par quelques dissidents de l'UMP. Le groupe était très partagé sur la question. La moitié envisageait de voter contre, l'autre de s'abstenir. Mais Nicolas Sarkozy, fraîchement élu à la tête de l'UMP, a profité de l'occasion pour rappeler l'importance de l'unité au sein d'un groupe politique. Oui à un État palestinien, mais sans jamais mettre en péril la sécurité d'Israël, que la France a toujours considéré comme un préalable non discutable. À l'heure où nous parlons, où des groupes terroristes continuent de prôner la disparition d'Israël, ce préalable n'est pas rempli. 151 députés se sont opposés à ce texte purement symbolique puisqu'il n'a aucune valeur contraignante pour le gouvernement. Le Sénat doit se prononcer le 11 décembre prochain. Alors on va retrouver sur place devant l'Assemblée nationale Marie Cartier qui a suivi pour Aitoa Tifordiou justement ce vote. Oui, c'est un vote qui a été largement suivi par les députés français. Les 2/3 des députés ont voté pour. Ce sont principalement les partis de gauche. 1/3 des parlementaires a voté contre. Ce sont les partis de droite, dont l'UMP de Nicolas Sarkozy. Les opposants à cette résolution dénoncent une faute politique lourde de la part du Parlement, car pour eux, croire qu'une telle résolution puisse mettre un terme au conflit est totalement irréaliste. Elle risque par ailleurs d'envenimer les tensions communautaires en France, mais aussi en Israël. Pour les socialistes qui sont à l'origine de cette résolution, c'est un moyen de pression sur Israël pour relancer le processus de paix. Le gouvernement français reste pour l'instant sur la réserve. Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, a rappelé que l'exécutif était le seul juge de l'agenda politique. Il s'est donné 2 ans pour aboutir à un règlement du conflit, faute de quoi la France reconnaîtra l'État palestinien sans autre délai. Voilà Marie Cartier donc pour cette analyse. Claude Goasguen en direct avec nous donc depuis Paris. Comment vous interprétez-vous alors le fait déjà que le gouvernement finalement soit sur la réserve dans ce vote qui a été massivement approuvé? Il est plus que sur la réserve, et je voudrais dire d'ailleurs que l'ambassadeur que j'ai écouté tout à l'heure se trompe lorsqu'il dit que le Premier ministre était occupé en province. Car il était à l'Assemblée nationale, il était même dans la salle à côté de l'hémicycle. Donc c'est bien une volonté de ne pas participer par sa présence. Et on a bien vu d'ailleurs que le ministre des Affaires étrangères, vendredi dernier, très embarrassé par cette initiative bâclée de Madame Guigou, avait dit que bien sûr la reconnaissance interviendrait, mais interviendrait après une longue phase de négociation. Donc le gouvernement est très embarrassé. Et en réalité, pour que nos auditeurs comprennent bien la signification de cette résolution, elle avait un double aspect, cette résolution. Elle avait un aspect international
qui a beaucoup choqué les députés, car ce n'est pas dans la tradition française de faire intervenir l'Assemblée nationale ou le Parlement dans des questions qui sont des questions diplomatiques. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique à l'intérieur des partis de droite, dont je suis le membre, qu'un certain nombre de députés n'aient pas voulu couvrir par leur participation ce qu'ils considéraient comme profondément différent des institutions de la Ve République. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect dont il faut parler, et c'est un aspect directement français. Il y a en réalité en France, comme vous le savez, une agitation entre un grand nombre de musulmans et une communauté juive importante qui a abouti à des tensions très fortes dans lesquelles le Parti socialiste et la gauche a cru perdre de l'influence auprès d'un certain nombre de musulmans, d'une manière d'ailleurs assez fausse, car je crois que les critiques des musulmans à l'égard du gouvernement français ne sont pas en fait fondées sur la Palestine. Mais ils ont voulu récupérer une certaine sympathie de la part de cet électorat. Et nous avons eu une course de vitesse entre les communistes, les écologistes et les socialistes pour se précipiter au plus vite, et les socialistes ont pris le devant pour essayer de montrer que les Palestiniens, eh bien, ils voulaient les soutenir et eux seuls. C'est un peu de la politique intérieure de gribouille, et je trouve que cette résolution n'est pas vraiment à l'honneur de la diplomatie française et du Parlement français. Alors, Claude Goasguen, vous restez avec nous évidemment. Saman Khoury, je voudrais avoir votre avis, vous qui êtes concerné finalement en étant à Ramallah. On a l'impression, il n'y a pas des cris de joie ce soir dans les rues, on a l'impression que ce n'est pas finalement un cadeau pour les Palestiniens que ce vote français. D'une manière, c'est un cadeau, c'est-à-dire que le monde et la France a commencé à comprendre qu'il faut toujours préserver l'espoir chez les Palestiniens. Parce que ce qui fait brûler les rues en Palestine, soit à Jérusalem, soit n'importe où en Palestine, même à Gaza, c'est qu'il n'y a pas d'espoir. Il y a 20 ans de négociations qu'on n'a pas eu de résultat jusqu'à maintenant. Alors, à ce moment que les parlements de l'Europe qui est important quand même, parce que les Palestiniens ont eu été reconnaître par beaucoup de pays. Mais pour le moment, les pays européens, ceux qui ont aidé à créer l'État d'Israël, et après plus que 65 ans, les Palestiniens pensent qu'il y a de l'espoir quand ces mêmes pays commencent à prendre la justice d'une manière que l'autre pays en Palestine historique, Israël historique si vous voulez, qui doit être créé aussi. Et ça, c'est une étape dans cette manière. Alors, Freddy Eitan, on sait qu'Israël n'était pas content il y a quelques jours de voir ce vote arriver. Là, il y a d'autres préoccupations ce soir en Israël avec les élections anticipées, mais quand même, comment réagissent les Israéliens ? Écoutez, d'abord, je ne voudrais pas intervenir dans les affaires intérieures de la France, mais je constate qu'une grande partie des parlementaires français ont dit non à ce vote. Et ça c'est réconfortant. Donc, ce n'est pas unanime. Ce n'est pas le Parlement qui a voté à l'unanimité donc ce vote. Donc, il y a une grande partie qui a voté contre. Deuxièmement, je dirais que les Palestiniens ont pendant 65 ans une justice ou reconnaître l'État palestinien. Je rappelle que les Palestiniens ont refusé déjà en 1947 la création d'un État arabe, d'un État palestinien. Ça va de soi. Deuxièmement, je dirais que depuis, les Palestiniens ratent à chaque fois les rendez-vous de l'histoire. On a raté à chaque fois les rendez-vous de l'histoire, on a raté à Oslo, on le rate continuellement. Mais ce qui est aussi marquant dans ce vote, ce n'est pas seulement que depuis 1958, depuis la Ve République, c'est le domaine réservé de l'Élysée. Non, c'est pas ça seulement, la politique étrangère. Mais c'est aussi, on constate que la France marque ici un point qui est vers
un État virtuel. Et on offre aux Palestiniens, sur un plateau d'argent, la solution finale. Donc il faut d'abord négocier. On met la charrue avant les bœufs. Et donc dans ces conditions-là, il est clair qu'Israël se trouve dans une situation un peu qui est méprisante, et de voir comment la France, l'allié français, je dirais même l'ami de l'État d'Israël, fait la part des choses, ne donne pas des gages, des garanties à la sécurité de l'État d'Israël, ne met à égalité tout cela. Et en fin de compte, ce qu'on voit, c'est qu'on va partir au Conseil de sécurité au lieu de négocier avant. Et donc, c'est une question unilatérale d'une part. Et puis, ce qui est encore plus grave, c'est qu'on impose, c'est un diktat de la part de certaines puissances, même européennes, face à Israël. Vous savez, quand il y a un diktat en Israël, les Israéliens deviennent intransigeants. On devient beaucoup plus dur vis-à-vis de tout cela. Donc, c'est contre-productif de A à Z. Ouais. Alors justement, Claude Goasguen, là-dessus, votre parti, l'UMP, au départ avait une stratégie qui n'était pas très claire entre l'abstention, le pas participer au vote, et finalement, vous avez voté contre aujourd'hui. On a voté contre, et je pense que s'il n'y avait pas eu ce problème constitutionnel français, l'ensemble du groupe, ou à quelques exceptions près, aurait voté contre. Mais je partage l'analyse qui vient d'être faite par monsieur l'ambassadeur. En réalité, on a mis la charrue avant les bœufs. En disant la négociation après la reconnaissance, on a commis un véritable impair sur le plan du droit international, car quel que soit l'État palestinien, et nous sommes favorables à la reconnaissance d'un État palestinien à terme, les conditions actuelles ne sont pas réunies pour que, sur le plan du droit international, on puisse reconnaître un État qui ne connaît pas encore d'élection depuis 2006, qui de plus ne sait pas sur quel territoire il faut fonder la reconnaissance, c'est-à-dire on a reconnu un État virtuel. Et alors cette situation est extrêmement embarrassante en France comme en Israël, car elle peut susciter des tensions du côté israélien, et moi je connais très bien Israël, je sais que la réaction sera de se braquer en disant mais on ne nous impose pas des solutions de l'extérieur, mais elle peut donner de l'espoir aux extrémistes palestiniens en disant voyez, le monde est en train de tourner, ce n'est pas la peine de négocier puisque nous allons être reconnus. Nous avons suscité de faux espoirs et je trouve que la France, de ce point de vue, l'Assemblée, parce que je pense que le gouvernement ne suivra pas, l'Assemblée a rendu un très mauvais service à la paix. Mais je veux dire ici que les extrémistes, n'importe où ils viendront, soit en Palestine ou dans le monde entier, ils ne l'aiment pas l'espoir. Ça, je veux dire très clairement. L'espoir, oui, c'est pour les rues normales, les peuples qui veulent avoir... Mais est-ce que ça aide, à votre avis, la cause palestinienne, ce vote aujourd'hui? Est-ce que ça va aider ou pas la paix? C'est pas aide tout directement reconnaissance d'un État, parce que l'État n'existe pas encore. Mais c'est clair aussi que le monde et la France, il est important quand même, reconnaître que c'est déjà le temps qu'on va vers un résultat négocié quand même parmi les Israéliens et les Palestiniens. Nous, toujours, nous disons que l'importance de cette résolution, c'est de dire aux deux côtés, les Israéliens et les Palestiniens, on ne peut pas négocier pour la négociation. Il faut qu'on négocie pour avoir des résultats. Et les résultats, c'est-à-dire la fin de l'occupation, qui a commencé en 1967, et avoir les deux États l'un à côté de l'autre. Et la sécurité d'Israël vient de cette résolution et de cet accord, mais pas seulement sécurité, c'est-à-dire de l'armement et de l'armée. Alors justement, Freddy Eitan, on a l'impression aussi que ce vote est peut-être le résultat d'un agacement qu'a suscité Israël, en Europe notamment, et on fait porter peut-être à Israël la responsabilité de l'échec des négociations aujourd'hui, ou pas? Quel agacement? Je comprends pas. C'est la question que je vous pose. Non. Parce qu'il y a quand même une pression qui est mise sur Israël aujourd'hui par plusieurs parlements. Oui, mais la pression, on la connaît depuis 1948, vous savez, depuis 1967. Vous savez, quand on dit à chaque fois Israël est responsable des négociations, et quand M. Fabius
parle d'un calendrier de 2 ans. On a connu déjà un calendrier de 9 mois du président Obama. On ne met pas une date butoir. On a vu aussi avec le dossier iranien, on a mis une date butoir. Ça ne marche pas. C'est pas ainsi que ça va marcher. Et donc il est important et très important, je crois, d'abord de négocier. Et puis, l'état virtuel, on nous dit, oh oui, j'ai entendu un des députés disait, oh oui, c'est important, c'est symbolique. Mais le symbole est aussi virtuel dans ce sens-là. Donc il n'y a pas, pour avoir un État, il faut d'abord tracer des frontières, il faut un territoire. Et quand il y a 2 entités, le Hamas dans la bande de Gaza et d'ailleurs que Mahmoud Abbas, le chef, donc le président donc, de l'autorité palestinienne, est toujours persona non grata donc à Gaza, d'abord il doit avoir une réconciliation et de parler d'une seule voix et non pas créer donc ce problème. Donc je crois que ce vote, bon bref, symbolique, il est non contraignant, ça va de soi, mais il est, je le répète, est contre-productif et c'est bien dommage qu'un Parlement français aussi respectable arrive à prendre des décisions pareilles. Alors, je voudrais qu'avant de continuer cette discussion, on regarde comment les Israéliens ont réagi aujourd'hui, même s'il y a un autre sujet, on le sait, brûlant aujourd'hui en Israël, c'est les élections anticipées, mais comment ont-ils réagi à ce vote? Eh bien, c'est un reportage de Mathias Inbar. Après la Suède, la Grande-Bretagne et l'Espagne, c'est au tour de l'Assemblée nationale en France de voter pour la reconnaissance d'un État palestinien. Une initiative des socialistes français critiquée en Israël, à droite comme à gauche de l'échiquier politique, comme l'explique cet ancien député travailliste. Non pas seulement que ça ne va pas aider, mais ça va nuire. Et nous, je pense, de toutes les couleurs politiques, nous le savons très bien. Mais le résultat de ce vote va seulement nuire au pourparlers possible de paix entre nous et les Palestiniens. Une conversation israélien-palestinien dans le cadre de négociations, c'est beaucoup plus important que tous les votes de Parlement du monde. Dans la rue israélienne, les avis divergent. Certains sont particulièrement tranchés. En France, avec tous les musulmans, c'est là-bas qu'il doit y avoir un État palestinien, dans la France et dans Paris. Ça fait peur que la France devienne musulmane, et cela influence la France et les Israéliens. En tant que juifs, nous avons eu droit à notre État et la demande des Palestiniens est légitime. Tous les pays européens doivent soutenir cette initiative. Dès qu'ils seront reconnus comme un État indépendant, on pourra leur parler comme il faut. Benyamin Netanyahou avait mis en garde contre ce vote. Il semble pourtant que la reconnaissance de la Palestine par le Parlement français ne soit pas la dernière initiative du genre en Europe. Alors, on a vu les réactions des Israéliens. On va aller à Jérusalem-Est, dans la partie arabe donc, de Jérusalem, retrouver David Klezewski. David, comment réagissent justement les habitants de ces quartiers arabes de Jérusalem ce soir à ce vote ? La réaction est plutôt satisfaite, mais satisfaction teintée de scepticisme. Alors satisfaction parce que les résidents arabes, mais surtout les Palestiniens, avaient déjà exprimé une satisfaction similaire après le vote du Parlement suédois, initiative identique. Scepticisme, bien parce qu'il y a très peu de Palestiniens qui pensent que cela peut concrètement résoudre les choses ou réaliser leurs revendications. Scepticisme, c'est d'une certaine manière la chose la mieux partagée avec les Israéliens dans la plupart des instituts de sondage lorsque les Palestiniens sont interviewés. Est-ce que vous pensez qu'une résolution rapide pourrait intervenir? Très peu de Palestiniens se risquent à répondre par l'affirmative. Ce qu'il faut noter, c'est d'ailleurs à ce sujet une certaine déconnexion entre la situation entre la vie politique, entre la situation politique et le quotidien tel que les Palestiniens peuvent le vivre. C'est là encore ce qu'on remarque dans la plupart des instituts de sondage ou lorsqu'on parle avec des Palestiniens ici. La préoccupation numéro 1 des Palestiniens, c'est l'emploi. À ce titre, il faut rappeler que dans les régions de Judée ou Samarie, en Cisjordanie, mais plus encore à Gaza, le taux de chômage est très important. Et puis, à ce titre-là, autre illustration, c'est la question des salaires qui a mis en péril et qui a failli menacer la stabilité du gouvernement d'union, du gouvernement d'indépendants palestiniens. Lui aussi a eu quelques problèmes, justement, sur cette question notamment des salaires. Alors, les salaires, c'est évidemment une question d'argent très importante dans les rapports de force entre le Hamas et le Fatah, mais c'est surtout pour les Palestiniens à l'échelle individuelle, quelque chose qui touche à leur porte-monnaie, à la vie quotidienne de tous les jours, leur préoccupation numéro 1.
Autre illustration, autre exemple de cette déconnexion entre leur quotidien et la situation politique, c'est l'initiative de Mahmoud Abbas, initiative sans précédent. Il essaye maintenant, ça a déjà été dit, d'internationaliser le conflit, notamment à l'ONU, en ayant se saisir de toutes les instances internationales. Eh bien, seuls 40% des Palestiniens en avaient entendu parler il y a encore un mois. La plupart, lorsqu'ils en ont entendu parler, sont favorables à cette initiative, mais seuls 40%, c'est moins d'un Palestinien sur deux. Autre illustration donc de cette relative déconnexion. Donc la décision du Parlement français sur la reconnaissance d'un État palestinien, elle est accueillie avec satisfaction, mais très peu pensent que cela va changer les choses à très court terme. Merci David Klezewski, donc en direct de Jérusalem. On revient vers vous, Claude Goasguen. Est-ce que vous avez l'impression que l'image d'Israël en France aujourd'hui s'est quelque peu abîmée et que c'est peut-être aussi pour cela qu'il y a eu ce vote aujourd'hui à l'Assemblée nationale ? Vous savez que les médias français ne sont pas très favorables à Israël en général. En tirer la conclusion que les Français sont hostiles à Israël serait peut-être aller vite en besogne. Mais je voudrais insister sur un point qui n'a pas été noté. Quand on parle des résolutions européennes, les résolutions européennes ne sont pas du tout les mêmes. Dans la résolution espagnole, vous avez un équilibre qui est posé entre Israël et la Palestine. Dans la résolution française, vous avez vraiment une résolution qui est unilatérale. Pas une référence à la sécurité d'Israël. Pas une référence au fait que le Hamas veut toujours détruire Israël. On a eu le sentiment dans cette résolution que, au fond, Israël était l'agresseur à Gaza, ce qui est faux. On sait très bien que ça a été une guerre et que cette guerre elle n'a pas été déclenchée par Israël. On avait le sentiment que tout ça avait été oublié. En plus, c'est un moment qui n'a pas été bien choisi par les Français, car franchement, ce qui s'est passé cet été en France, où nous avons entendu pour la première fois depuis les années 30 des cris antisémites avec des morts aux Juifs qui sonnent à nos oreilles comme vraiment une honte pour la France, voir ces attentats qui se sont produits à Jérusalem avec des gens qui se sont conduits comme des barbares, avoir des jeunes Français qui sont actuellement dans l'État islamique, disant à tout propos qu'ils veulent massacrer la planète entière. Tout ça montre la fragilité de la France de ce point de vue. Et je trouve que l'intérêt de notre gouvernement, l'intérêt de la paix, n'est pas de jeter de l'acide sulfurique sur une situation, mais au contraire de la pacifier. Jusqu'à présent, en France, nous avons réussi à voir des musulmans qui ont condamné le djihadisme. Je ne veux pas que par l'intermédiaire d'une résolution bâclée, eh bien, on revienne à une situation que nous avons connue cet été. La sécurité d'Israël n'est pas discutable, elle ne sera pas discutée. Reconnaître Israël, comme on l'a fait à l'Assemblée nationale, est à mon avis une tâche sur notre diplomatie qu'il faudra effacer. Merci Claude Goasguen, merci. Je rappelle que vous êtes député UMP, vous étiez en direct de Paris et merci d'être venu réagir donc devant nos caméras. Merci à vous. Il évoquait justement, Claude Goasguen et Freddy Ethan également, Salman Khoury, le fait que le gouvernement palestinien aujourd'hui, c'est vrai, apparaît très divisé. On voit bien que ce gouvernement d'union ne marche pas. Est-ce que ça, c'est pas un obstacle aussi à la paix, Salman Khoury ? C'est un obstacle. C'est un problème à nous, ce qui est passé à Gaza depuis le 2007. Mais les Palestiniens veulent très bien que l'État palestinien sera en Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est. C'est clair pour nous. Nous n'accepterons pas 2 États palestiniens. Nous ne voulons pas 3 États palestiniens. Nous voulons un État palestinien et les frontières, c'est sur le terrain qui était occupé par Israël. Et on va toujours, on dit aussi que la négociation va avoir une résolution de quelle frontière on va avoir entre Israël et la Palestine. Mais c'est-à-dire l'État palestinien et l'État israélien. Parce que je ne veux pas mélanger ici la Palestine historique ou Israël historique. Je veux dire, ici on parle de l'État, l'État palestinien et l'État d'Israël. Nous savons bien que l'État doit avoir des frontières, doit avoir
Mais ce qui est important pour les peuples palestiniens, c'est l'autodétermination qui doit arriver. Et une résolution comme aujourd'hui le Parlement français nous donne l'espoir pour aller à cet lieu. Alors on écoute rapidement des réactions justement recueillies à Jérusalem-Est par David Klezeski et puis on conclut ce débat. Écoutez. Je suis très heureux en tant que Palestinien. Nous saluons ce vote et nous espérons que d'autres pays européens influents tels que la France et le Royaume-Uni feront de même. Qu'il y aura encore d'autres votes en Europe et en Amérique du Nord et dans le reste du monde. Cette décision prouve que l'opinion publique européenne et du reste du monde est en train de basculer en faveur des Palestiniens. On était très contents de savoir qu'ils ont fait le vote pour la Palestine, même si c'est un vote pas très actuel. Mais en tout cas, on sait que le peuple en France, le Parlement en France, il veut qu'on avoir notre pays, la solution de deux pays, la Palestine et Israël, c'est toujours qu'est-ce qu'ils veulent et c'est aussi qu'est-ce qu'on veut. Voilà, donc des réactions à Jérusalem-Est. Freddy Ethan, pour conclure, à une grosse minute. Est-ce que vous avez l'impression que la période qui s'ouvre là en Israël va tourner justement, le thème de ces élections va tourner autour du processus de paix ou pas ? Oui, probablement. Et je crois que la société israélienne, avec ses élections anticipées, est divisée en deux. C'est-à-dire il y a un bloc de droite et un bloc de gauche. Deux idéologies s'affronteront. Celle de gauche et celle de droite, et on verra qui, évidemment, gagnera ces élections. Mais j'espère que des pays, ou les États-Unis ou la France, ne vont pas intervenir dans ces élections, parce qu'il y a une certaine crainte que, indirectement, on va influer pour avoir un autre gouvernement que celui actuel. Et donc, voilà, c'est aussi inquiétant. Mais enfin, pour dire, Israël n'est pas contre la création d'un État palestinien. Benjamin Netanyahou l'a dit à plusieurs reprises, mais c'est la méthode, c'est la façon dont on est évidemment contre, et je crois que le vote français a prouvé par là que effectivement c'est contre-productif. Merci Freddy Ethan, merci beaucoup Salman Khoury d'être venu dans notre studio. Voilà donc fin de cette édition spéciale Nouveau Journal à venir dans un instant sur i24 News. Merci à vous, bonne soirée.